Bon, a priori maintenant que d'un point de vue technique on est opérationnel, on va pouvoir commencer. Donc on va avoir quelques interventions et présentations par différents camarades. Donc je vous fais un peu le menu, on va dire, de cette petite soirée. On va commencer avec Nicolas Galépilès, donc secrétaire général de Sud PTT, qui va nous faire une petite intro sur les comptes de la Poste, en gros le rendez-nous l'argent. Ensuite, Alain Barre, donc ancien administrateur de la CGT à la Poste et membre de la fédération CGT FAPT, qui lui nous parlera du plan stratégique de la Poste et le projet Mandarine, la prise de pouvoir de la Caisse des dépôts et consignations. Ensuite, Yann Leméraire, donc membre du bureau fédéral de Sud PTT, qui nous parlera de la grève du 18 mai. On aura logiquement l'intervention d'Aline, une copine qui s'occupe d'animer le groupe WhatsApp sur les chômeurs et chômeuses. Une intervention des camarades des Bouches-du-Rhône sur la grève au colis. Puis le 92 qui nous parlera de la grève du 16 mars et des suites, surtout de cette grève. Magali du Calvados et donc de l'intersyndicale au réseau qui se construit maintenant depuis de nombreuses semaines. Et ensuite les camarades du 33 de Sud et de la CGT pour une intervention. Et on devrait aussi logiquement avoir un camarade de Dreuil en Ariège puisque leur établissement est en grève depuis 48 jours maintenant. Et donc je vais passer alors pensez bien à couper vos micros les camarades à distance, que voilà les petits bruits intempestifs ça va être compliqué pour tout le monde, donc voilà. Et donc je passe la parole à Nicolas pour son intervention. Bonsoir tout le monde. Je vais faire vite parce qu'on est quand même pas mal d'intervenants, puis il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Donc on est un peu sur, vous avez bien suivi depuis 2020-2021 la restitution des comptes de la Poste et l'affaire de ce après quoi on court pas mal et ce qui a construit un peu le ressentiment avec la grève du 18 mai. C'est un peu l'histoire du partage des richesses, même beaucoup à la Poste, que ce soit sur l'affaire des rémunérations, des primes, d'où on va un petit peu. Et on a pu relever justement avec la restitution des comptes les résultats exceptionnels de la Poste avec l'opération Mandarine dont Alain va parler tout à l'heure, des résultats très très importants. On a vu un peu passer le train de l'extérieur. Alors je dis ça, c'est surtout pour la maison mère avec les postières et les postiers où on leur a dit de se faire ceinture sur l'intéressement et on leur a dit de se faire ceinture sur la prime Macron, première édition, deuxième édition, etc. Aujourd'hui, ça tombe plutôt bien et mal en même temps. On a eu une plénière sur le futur accord d'intéressement de la Poste et où il nous présente un projet qui est assez fabuleux où si on était resté dans les conditions de l'accord d'intéressement de l'année dernière où on n'a rien vu, mais où normalement en 2021 on devrait voir quelque chose venir, ils ont changé les données. Ça veut dire qu'on va plus se baser sur les mêmes résultats. Donc en gros, ils nous promettent on peut toucher environ 120 €, alors que si on était resté sur la base de l'année dernière, on serait autour de 600 €. Je le fais à la louche, mais c'est en gros ce qui nous est présenté comme projet. Et surtout, vous avez suivi que, comment dirais-je, le Premier ministre, Jean Castex, avait quand même pas mal appuyé sur le bouton. C'est assez rare qu'on reprenne ses propos à Sud PTT, mais avait quand même pas mal appuyé en disant qu'il y avait une prime de 1 000 € qui était parfaitement redevable, enfin versable aux gens de deuxième, troisième ligne, etc., qui n'ont pas forcément vu la couleur de prime lors des premières propositions. Et cette prime qui voulait même aller pour 2 000 € pour des entreprises qui négociaient en ce moment un accord d'intéressement avant le 30 juin, ce qui est le cas de la Poste. Donc évidemment, on se fait fort de reporter ça vers la direction de la Poste qui fait vraiment la sourde oreille. Ça, c'est un étage. Après, sur d'autres étages de la fusée, on a le même souci. On est intervenu il n'y a pas très longtemps sur le télétravail, on en a écrit à la ministre, où vous savez tous qu'il y a un accord télétravail qui est signé à la Poste, un accord qui qui évoque même des circonstances exceptionnelles. On est vraiment dans des circonstances exceptionnelles, pandémie, etc. Et que dans ces circonstances exceptionnelles, il peut y avoir du travail occasionnel, télétravail occasionnel. Donc nous, on réclame simplement, il y a une base de 300 € hors taxe pour 2 jours par semaine télétravaillés. On est passé de 5 000 à 40 000 télétravailleurs et télétravailleuses. Eh ben, on demande que cette base, elle soit proratisée pour celles et ceux qui travaillent à 5 jours. Ça veut dire qu'on est parti sur une base de 750 € hors taxe par an pour ces gens.
Donc ça, c'est une revendication très claire qu'on a. Après, il ne faut pas non plus nous faire pleurer, hein. Il y a une petite musique qui est provoquée par le président de la Poste en ce moment, qui dit que la Poste est dans la misère, qu'on a des résultats terribles, etc., etc. Il faut savoir que les fameux résultats, on l'a déjà dit lors d'un webinaire précédent, la soi-disant catastrophe au courrier, les résultats négatifs sont provoqués en majeure partie par une dépréciation d'actifs. On l'a dit déjà, hein, on s'est pointé, les commissaires aux comptes sont pointés devant des centres de tri. Ils ont dit, vu la baisse du courrier, tes installations, elles valent plus tripette. Donc ton centre de tri qui valait 45, 50, 70 millions d'euros, il vaut rien. Et donc ils ont fait en direct une dépréciation en dévalorisant, et cette dépréciation, elle est passée dans les comptes. Voilà. Bon, je ne vais pas m'étendre plus longtemps là-dessus. Dernier point très très important, il y a un changement total et très très préoccupant dans l'idéologie des patrons de la Poste. On savait qu'ils étaient cupides, mais là il y a quelque chose de très important qui se passe. Depuis les années 2000, l'expansion de la Poste à l'international, c'est-à-dire de faire une croissance, depuis 2000, on a dû dépenser 20 milliards d'euros d'investissement pour aller acheter des filiales à droite à gauche à travers le monde. Cette expansion, les produits de cette expansion, les bénéfices qu'on en faisait, ils étaient en gros pour faire comme une forme de subvention croisée en disant je m'étends à l'étranger, je vais faire du colis express, je vais faire de la banque comme tout le monde, mais ces bénéfices que je vais faire, ils vont servir à compenser la perte qu'on peut avoir sur les missions de service public. Et ben en février 2021, il n'y a pas très longtemps, devant l'Assemblée nationale, Philippe Val est complètement revenu là-dessus et a dit que maintenant l'argent, le cash, le bénéfice qui est fait avec l'expansion internationale de l'Express, l'expansion de la banque postale avec l'opération CNP, dont on va entendre parler maintenant, ça ne sert pas au service public. D'où le gros message très appuyé en disant il faut que l'État compense, il faut que l'État donne du fric pour les missions de service public qui sont déficitaires, etc. Voilà. Donc on n'a pas trop le temps de s'étendre là-dessus, mais il faut faire super attention à cette espèce de changement de braquet. Ils ont complètement oublié qu'ils étaient à la tête d'un groupe public et qui était à la disposition de la collectivité pour satisfaire les besoins sociaux. Et là, on est parti sur quelque chose d'autre. Voilà. Donc, je ne vais pas être beaucoup plus long, mais le gros message, c'est qu'il y a vraiment de quoi partager des richesses et il faut qu'on continue à faire des actions comme celles qu'on va faire le 18 mai. Je veux dire qu'on est assez satisfait de la manière dont ça se monte et c'est un très bon exemple. C'est une très grosse claque à mettre à la Poste. Merci Nico. Et donc, on va passer la parole à Alain Barre. Oui, bonjour à tous. Donc, simplement pour aller, dans un premier temps, donner deux éléments, hein, parce que je pense que ce que soulève Nicolas est très important et les calculs sont faciles à faire. Si vous voulez, on nous annonce 1,8 milliard de déficit. Nicolas l'a dit, 900 millions de dépréciation. Un investissement qui a continué pour 2020 à hauteur de 2 milliards 100 millions, ça fait on est à 2 milliards. 400 millions qui ne sont pas remontés de la banque postale au titre de réserve et pour prévoir par rapport à la crise sanitaire, ça fait qu'on est à 2 milliards 4 sur 1,8 de trou qui est annoncé. Donc voilà les chiffres, hein, comme vous le savez très bien, on peut leur faire dire ce que l'on veut. Par contre, aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est la situation que l'on vit sur les lieux de travail. Augmentation de la charge, transfert d'activité, la dernière en date, et celle-là, elle n'est pas des moindres. Et je pense que là aussi, dans le cadre du 18, il faut que l'on aborde, puisqu'on est sur une situation incessante de transfert de tâches sur la distribution, mais aussi sur les gestionnaires de clientèle. La dernière, c'est le flashage qui a été fait en cabine, qui est transféré sur les facteurs. Les chefs d'équipe qui vont devoir remplacer les tournées vacantes, flasher les R2, R3, valeurs déclarées. Donc, une transformation de l'organisation du travail, sans parler des ventes de quartier qui veulent modifier. Mais tout ça, si vous voulez, et je pense que c'est l'essentiel de la compréhension des choses, est lié à ce qui a été décidé, à savoir l'entrée au capital de la Caisse des dépôts et consignations et l'apport donc des fonds propres de la Caisse nationale de prévoyance CNP. Donc ceci a été négocié avec le gouvernement et c'est là aussi c'est important, c'est que nous on pense qu'à ce moment-là il y a eu un deal simple, c'est de dire à la Poste, vous allez sur la marchandisation de tous les services, vous accélérez les visions internationales et en contrepartie, on vous donne les moyens de ce développement et de la transformation de la boîte. C'est-à-dire que les 6 milliards évalués de fonds propres permettent à la Poste, pas d'avoir de la liquidité, que l'on soit bien d'accord, mais simplement d'augmenter sa capacité d'investir
et notamment d'investir à l'étranger. Ce que disait Nicolas tout à l'heure, les milliards qui ont été issus des services publics jusqu'en 2018 et qui ont servi à la transformation du groupe, notamment par l'implantation à l'international. Donc, ceci est important à avoir en connaissance, c'est-à-dire que l'ensemble des éléments et des choix qui sont faits aujourd'hui, que l'on prenne ce qu'ils appellent le dernier kilomètre avec sa transformation et des visées d'ubérisation, notamment dans les cités urbaines, est une volonté qui est déclinée à partir des choix stratégiques qui sont faits. Et aujourd'hui, vraiment, ce qu'on doit avoir en ligne de mire, alors le 18 est vraiment un moment important pour dénoncer ce plan stratégique et notamment son contenu qui crée aujourd'hui toutes les conditions que nous vivons sur le lieu de travail. Donc, il y a un élément, je ne vais pas être long non plus parce qu'il faut qu'on amène tous les éléments, mais vous vous rappelez au moment où il y a eu le projet Mandarine, ce qu'avait dit Gilles Lemaire pour accompagner cet élément-là, c'était de dire on va faire un grand pôle financier. Aujourd'hui, on a eu la présentation du plan stratégique de la Poste, pas une seule fois n'est indiquée cette notion-là. Encore plus, il y a eu le plan stratégique de la Banque Postale. À aucun moment, cette notion n'apparaît dans le montage. Donc, on est bien sur un mensonge organisé. Et je pense qu'à partir de là, il faut que l'on arrive à ce que les postières et les postiers comprennent bien qu'aujourd'hui, il y a une visée qui est un développement international uniquement capitalistique, une visée qui est de minimiser l'ensemble des services publics universels pour en faire ressortir toute une quantité de services qui peuvent être marchandisés et un abandon de nos missions qui sont originelles. Donc voilà aujourd'hui la façon dont on doit voir la Poste, mais le problème qui nous rencontre, et je pense que c'est très important dans la construction du 18, et pas uniquement, c'est de pouvoir faire partager aux postiers et aux postiers que ces éléments-là, il faut les combattre avant toute chose. Parce que, si vous voulez, là, je viens sur l'accord social qui est signé pour 2 ans, ça ne mange pas de pain, puisque les organisations syndicales, mais surtout toutes les luttes qu'il y a eu en territoire, ont fait que les aspects les plus nocifs n'ont pas été intégrés dans cet accord social, et qui permet justement que les départs contraints, etc., n'aient pas vu le jour. Mais il faut savoir que la Poste, sa visée, c'est une transformation radicale, notamment du salariat alors je ne parle même pas aujourd'hui des 30% des fonctionnaires qui restent, mais les 65%, y compris du privé, mais c'est toute cette masse salariale qu'on veut sous-traiter, qu'on veut ubériser, etc. Et ça, c'est inadmissible, et je pense qu'on a toutes les raisons de le dénoncer le 18, mais y compris faire en sorte que de partout, on ait des assemblées générales pour mettre en débat ces questions-là, parce que ce sont vraiment des choix de société qu'il faut combattre. Merci de m'avoir accueilli. Merci Alain. Et donc, on passe la parole à Yann. Eh ben, salut à toutes et tous. Donc voilà, aujourd'hui, on est là pour discuter de la situation générale. Je crois que Nicolas et Alain ont fait une introduction qui, en principe, voilà, parle clairement à tout le monde. Et c'est vrai que là, on a les choix stratégiques de la Poste, on a des attaques qui sont corrélées. Hein, on parle de 1000 réorgs à la distrie, c'est pas un vain mot, c'est vraiment 1000 réorgs à la distrie. Dans le même temps qu'en fait, on restructure le réseau, on veut en faire des marchands, on supprime les DAB dans plein de régions en France, en particulier dans les zones rurales. Quand on se rappelle un petit peu des revendications, par exemple, des Gilets jaunes, hein, et ben, évidemment, le coût du maillage territorial et de la disparition des services publics, ben, on est en plein dedans. Hein. En fait, la Poste, elle pourrait avoir un rôle social. Elle est en train de les perdre au prix du profit, quoi, puisque c'est quand même ça, hein, que la boîte est en train de mettre en place. Rappelons-nous quand même là qu'il y a un accord qui vient d'être signé sur le pacte dit social, et qu'en l'occurrence, la direction du groupe a mis très très longtemps, évidemment Sud et la CGT ne sont pas signataires hein, de cet accord, mais la direction a mis très très longtemps là, à accepter du bout des lèvres de mettre dans cet accord qu'elle ne pratiquerait pas de départ contraint dans les 2 ans à venir. Ça veut dire en clair que là, si on laisse faire,
on a quand même de grandes chances d'avoir à terme, dans pas très longtemps, un plan, un PSE, un plan social, un plan de suppression d'emplois dans le groupe. Et là, en fait, cette histoire du 18 se montre qu'à un cas, en fait, depuis plusieurs mois. Et c'est vrai qu'on a une occasion, n'ayons pas peur des mots, un petit peu historique quand même. Parce que ce qu'on a constaté au fil des années, et c'est vrai qu'à la Poste, on a cette tradition de lutte qui existe réellement, mais toujours, boîte par boîte, département par département, métier par métier. Et là, en l'occurrence, il est temps de réagir ensemble. De ce point de vue-là, il y a quand même un enjeu crucial pour l'ensemble des postières et plus largement pour le service public postal, à ce qu'enfin, on arrive à se mettre ensemble dans la bagarre. Le 18, de ce point de vue-là, il est né d'initiatives locales. Partout sur le territoire aujourd'hui, là, on a plus de 34 intersyndicales qui appellent donc de la Guyane en passant par le 54 du Nord aux Bouches-du-Rhône à cette journée-là, et il faut que ça soit une réussite. Il faut que ça soit une réussite, évidemment, pour marquer le coup, pour qu'on soit tous dans la rue, qu'on se réunisse, que les services se réunissent, que les postiers et postières se réunissent pour discuter de l'avenir postal, pour qu'on arrive à arracher quand même un certain nombre de choses qu'aujourd'hui on n'arrache pas et qu'on voilà, on n'a pas de, effectivement, Nicolas l'a dit, Alain l'a dit, il n'y a pas là, en l'occurrence, le coût de, on n'a pas d'argent, les caisses sont vides, ça veut dire qu'il n'y a pas de prime dite gilet jaune, il n'y a pas de prime d'intéressement, les salaires sont gelés et à côté de ça, on a une précarisation à outrance qui s'annonce. Donc il y a pas mal de camarades qui vont intervenir après moi des départements. Là, pour le coup, il s'est passé des choses, mais là, ce qu'il faudrait qu'on évite, c'est les bagarres site par site, comme on a pu les connaître, et qu'on arrive enfin à dépasser voilà, un petit peu les divisions territoriales, les divisions par métier, pour rentrer enfin tous dans la bagarre. Là, je vais laisser la parole à quelqu'un qui s'appelle Aline et qui, là, quand on discute de précarité, connaît bien, puisque en fait, on a beaucoup de collègues et de plus en plus qui sont aujourd'hui en CDD, en formation, en intérim, en CDI intérim, donc en l'occurrence, qui sont en fragilité sur le plan de l'emploi. On sait que c'est le modèle que veut défendre la direction. Pour reprendre ce que disait Val très récemment, donc au début de l'année, à une délégation sud, il disait qu'en fait, oui, on n'allait pas calquer au colis le modèle social du courrier, mais qu'on allait faire l'inverse. C'est qu'en fait, on voit le colis, c'est un secteur qui se développe, et c'est pas pour autant, c'est le secteur en expansion quand on discute de la distribution, et c'est pas pour autant que les conditions ou les salaires, les conditions de travail ou les salaires s'améliorent. Bien au contraire, en réalité, on fait de plus en plus appel à la prestation, et l'impression sensible qu'on a, c'est quand même que nos petits camarades de la direction, ils aimeraient bien avoir des auto-entrepreneurs facteurs, par exemple. Je dis ça, évidemment, ils ne l'annoncent pas, ils n'annoncent pas la couleur, mais c'est ce qui est en train de se passer dans les services. On voit partout des coins où il y a 50% de CDD, d'intérim, etc. Et ça fragilise grandement les salariés. Et quand on arrive en bout de contrat à la Poste, on se retrouve au chômage. Et le chômage, il est géré par la Poste. Il y a une délégation de service public, ça s'appelle comme ça. Ça veut dire que la Poste ne paye pas les cotisations chômage aux caisses dédiées et en contrepartie prend en charge l'indemnisation du chômage. Et souvent, et c'est une énorme galère pour les camarades qui se retrouvent dans cette situation. On a la précarité et après, on a les problèmes liés à la précarité, en l'occurrence le chômage, qu'aujourd'hui le gouvernement attaque, d'ailleurs, soit dit en passant, puisque la réforme sur le chômage est une agression contre les chômeurs, mais pas seulement contre les travailleurs et les travailleuses en général. Et là, en l'occurrence, je laisse la parole à Aline pour qu'elle nous dise un petit peu, voilà, qu'elle nous narre, puisqu'elle anime effectivement un groupe WhatsApp et des groupes de chômeurs. Elle a fait partie des gens qui, il y a quelques temps maintenant, depuis plusieurs mois, elle aide des gens qui sont dans sa situation. C'est devenu une professionnelle quasiment de l'aide voilà, aux salariés de la Poste au chômage. Et là, pour le coup, on va lui laisser la parole parce qu'on ne laisse pas souvent la parole à nos camarades qui sont au chômage. Il est l'heure de le faire. On en profite sur ce meeting. Eh ben, merci Yann et merci pour la transition naturelle. Donc on passe la parole à Aline. Bonsoir. Voilà. Donc moi je fais partie des invisibles de la Poste. Je n'existe plus puisque je ne suis plus en activité. Penser que la Poste, les paiements, c'était galère quand on était actif. Quand on est chômeur de la Poste, c'est une
merde sans nom, ignoble. La première image qui me vient, c'est une erreur. La deuxième fois, c'est pas possible. Ils nous prennent vraiment pour des cons, ils veulent garder les sous, c'est pas possible. Ça me fait penser à la maison qui rend fou d'Astérix. Il vous donne une liste de documents à fournir quand vous vous inscrivez à la poste. Et ensuite, il vous réclame toujours des documents qui ne sont pas sur la liste. Et donc, du coup, les paiements n'arrivent pas. Vous avez beau dire oui, mais j'ai une famille à nourrir, j'ai un loyer à payer et tout le monde s'en fout. Voilà, donc c'est galère sur galère sur galère. Voilà, donc je ne dépends pas de la poste, donc je ne peux pas aller demander de l'aide aux assistantes sociales. Moi, j'ai demandé, j'ai secoué. Alors, j'ai secoué mon nouveau département, le Puy-de-Dôme. Jamais eu de réponse. J'ai secoué mon ancien département. C'est en plein, juste à Noël, donc c'est les vacances. Et une jeune qui arrive, qui me dit, bon, je vais peut-être voir pour essayer de vous aider pour un paiement. Et elle est revenue une semaine après, bien abattue. Et on m'a dit, vous n'êtes plus actif au sein de la poste, donc c'est plus notre problème. Voilà, c'est sympathique. Voilà, donc des erreurs de calcul des calculs incompréhensibles. On ne sait jamais qu'est-ce qu'on a, ni quand, ni comment. C'est au gré du vent. C'est voilà. Il y a des navettes entre Pôle emploi et la Poste pour les actualisations. Quand les camarades ne sont pas payés, ils envoient un mail à la Poste. Mais on n'a pas reçu l'attestation Pôle emploi. On se retourne vers Pôle emploi. On a bien envoyé à la Poste. Et c'est comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il faut aller secouer la CAF. La CAF dit non, mais vous ne pouvez pas avoir d'aide parce que vous êtes indemnisé par la Poste pour le chômage. Ah non, je dois être. Mais je n'ai pas un radis, pas un sou. Donc, c'est galère sur galère. Donc, tout le monde s'en fout. Donc, moi, je ne lâcherai rien. Ils m'ont pourri la santé, pourri la vie avant de partir. Donc, je ne vais pas les lâcher comme ça. Ça serait trop gentil. J'ai bossé pendant 17 ans. J'ai droit à mon chômage. Et je les aurai. Sachant qu'ils me font chier aussi avec mon invalidité puisque je ne peux plus travailler correctement. Merci la Poste. Donc, tous les mois, ils ne comprennent rien, rien. Donc, moi, c'est le combat que je mène, c'est simplement qu'on arrête l'auto-assurance, que c'est une boîte explosive, que c'est inadmissible de laisser des gens qui ont travaillé pendant des années, de les prendre pour des pigeons, de les plumer et de les foutre à la rue, de les laisser crever la gueule ouverte. C'est inadmissible. Surtout quand c'est Philippe Val qui dit je ne changerai rien à l'assurance chômage et la RH qui siège également au conseil d'administration de Pôle emploi. Voilà. Donc, on m'aurait dit que le chômage c'était trop la merde. J'aurais dit non, mais c'est pas possible. C'est tout le temps comme ça. Donc moi je vais jusqu'au bout, jusqu'au tribunal et on a du monde qui vient. Voilà. Donc, il faut avertir aussi tous les camarades qui veulent partir de la Poste dès le départ, leur dire attention, gardez des sous de côté, soyez prévoyants, parce que la Poste, elle garde les pognons. Voilà. J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Eh ben, merci beaucoup Aline pour ton intervention et ton témoignage sur la question du chômage. Et on va passer la parole aux camarades des Bouches-du-Rhône concernant la grève au colis. Salut à toutes et à tous et merci de nous accueillir. Bien oui, la grève au colis dans les Bouches-du-Rhône. Alors merci à Aline pour ton intervention parce qu'effectivement, on gère aussi dans les Bouches-du-Rhône quand même des dossiers de collègues qui se retrouvent au chômage dû, soit parce qu'ils sont précaires et que la Poste se débarrasse d'eux après des mois et des mois de bons et loyaux services, mais aussi des collègues qui ont à la casquette, qui démissionnent, d'autres qui se font licencier, disciplinairement parlant,
etc. Donc, c'est un vrai chemin de croix pour eux. Et cette lutte contre la précarité à la Poste a été essentielle, ça a été dit notamment par les collègues avant, pour pas qu'on devienne une entreprise ubérisée, c'est clair. Par rapport aux Bouches-du-Rhône et par rapport notamment à cette perspective du 18, mais qui a été, on va dire, le feu est parti un petit peu avant dans les Bouches-du-Rhône, puisqu'on a eu un conflit fin avril jusqu'à début mai, hein, les derniers grévistes ont repris lundi dernier, qui a occupé les agents du colis, donc les 3 ACP qu'il y a sur le département, 2 sur Marseille, 1 sur Aix-en-Provence, et les copains postiers qui distribuent du colis dans le 8e et 9e arrondissement de Marseille. C'est parti comme un feu de poudre, c'est-à-dire qu'on avait cette perspective du 18, bien évidemment, qu'on cherche depuis bien longtemps. Yann l'a dit, hein, les bagarres territoriales ou les bagarres par métier, manque de perspective pour pouvoir atteindre réellement une bonne satisfaction des revendications. Mais c'est parti comme un feu de poudre. Les copains de l'ACP Est de Marseille se sont mis en grève. Le lendemain, c'était l'ACP Nord. 2 jours plus tard, on avait au Bagne, la Ciotat, au colis, qui se mettaient aussi en grève, les collègues du 8e et 9e arrondissement, pour une raison simple, parce qu'au-delà de ce qui a été dit sur à la fois le fric qui coule à flot au sein de la Poste, mais aussi sur le fait que les deuxièmes lignes, ceux qui ont été pendant plus d'1 an maintenant au service public, soi-disant essentiel, hein, à la nation, et ben, ils y ont retrouvé rien du tout. Explosion du colis, et derrière, pas de création de position de travail. On fait comme on peut. C'était hallucinant ce que ces copains-là ont vécu pendant des mois et des mois, avec derrière, finalement, aucune reconnaissance. Absolument aucune reconnaissance. C'est on va continuer comme ça, et cet accroissement de colis, force est de constater qu'il est structurel aujourd'hui. Hein, c'est pas temporaire, les gens ont pris des habitudes et ça va continuer. Alors c'est une bonne nouvelle quelque part, mais il faut qu'on en récolte les fruits, et effectivement ce partage des richesses, il doit être fait. C'est ce qui a mené à la colère des copains et des copines des colis, et que bien évidemment on a accompagné de la manière la plus, en tout cas à notre sens, la plus efficace possible, c'est-à-dire en tentant d'élargir le premier foyer qui s'était allumé pour faire comprendre aux autres, notamment là parce que ça partait des colis, qu'il y avait une nécessité d'être plus nombreux, de gonfler, parce que la situation, voilà, que ce soit Marseille, que ce soit Aix-en-Provence, mais qu'on prenne n'importe quel département de France et de Navarre, la situation, elle est la même partout, que ce soit en termes de conditions de travail, de conditions d'emploi et de reconnaissance derrière. Ce qui nous a manqué, même si ce conflit est gagnant en 10 jours, petite grève éclair et qui est arrivé à trouver quand même un élargissement, on rentre avec de grandes satisfactions locales, c'est-à-dire la création de positions de travail directes là. On crée des tournées au colis, on déprécarise aussi sur les ACP, aussi sur les chantiers colis du 8e et 9e arrondissement, création de tournées, déprécarisation de collègues qui sont là depuis des mois et des mois et qui attendent effectivement de pouvoir avoir un emploi pérenne, un CDI. Et puis derrière, on a gratté des pépettes, mais locales. On n'a pas gratté la prime d'intéressement. Hein. Ce n'est pas avec les directeurs d'établissement, ni même avec la direction du courrier départemental et de l'ADEX, que ce genre de choses peuvent être atteintes. Et c'est ce qui nous a manqué, effectivement, cette absence de perspective, pour pouvoir avoir accès à autre chose qu'à des revendications locales. À signaler que déjà, en fin d'année dernière, la CPX s'était mobilisée et avait réussi à gratter la réinternalisation, notamment, de quelques tournées qui étaient sous-traitées. Le but, il est là. C'est non seulement d'essayer de pérenniser les collègues précaires qui travaillent dans nos services, toutes branches confondues, mais également d'éviter que nos métiers se transforment en l'ubérisation de la sous-traitance à outrance. Donc ça, c'est extrêmement important. Cette fenêtre de tir qu'on a pour le 18, elle est réellement importante parce que justement, non seulement on peut faire prendre conscience qu'il y a
les revendications directement atteignables, localement parlant, petite création de tournée, déprécarisation, on va gratter de la prime, ce qu'on a fait aussi pour les colis postiers, pour les agents des colis du 8e et 9e arrondissement, mais au travers de ce qui était accessible localement. Mais là, cette perspective-là, qui plus est unitaire, dans les Bouches-du-Rhône, on a une intersyndicale avec la CGT, avec l'UNSA, qui nous permet de faire des assemblées générales, des prises de parole communes. Ça parle énormément aux collègues qui effectivement se disent, tiens, pour une fois dans les Bouches-du-Rhône, pour une fois, c'est pas la première, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas eu, trouve un écho unitaire et qui plus est aujourd'hui sur, on va dire, peut-être plus de la moitié des départements de France. Et je n'oublie pas aussi les copains des DOM. Donc, cette fenêtre de tir, cette perspective-là, peut être un premier coup de semonce pour signifier à la Poste que oui, son plan stratégique, tout ce qu'elle veut mettre en place, elle ne va pas pouvoir le faire comme ça. Et évidemment, il faudra aller plus loin. Mais le 18, les Bouches-du-Rhône seront bien sûr dans la rue, bien sûr au rassemblement. On va essayer de faire quelque chose de très convivial, très joli, avec le beau climat qu'on a en ce moment. Mais une dernière chose, il ne faut pas oublier aussi qu'on a eu une grève au colis, mais que les impacts ils sont liés. Il y a les grèves territoriales et puis il y a les grèves par métier. Et il faut bien s'apercevoir que les modifications d'organisation du travail, d'aménagement du temps de travail, que la Poste dit non, mais ça concerne uniquement, tout à l'heure, il était donné l'exemple des cabinards qui vont se faire dézinguer parce que c'est des facteurs qui vont choper, qui sont en train de choper d'ailleurs tous les objets suivis. Voilà, d'un côté, on charge la mule aux facteurs, mais on en profite pour dézinguer. On pourrait prendre l'exemple des pick-up qui donnent du travail, parce qu'il faut voir ce que ça avale quand même, ces pick-up-là, du travail aux colis postiers, mais aussi aux facteurs et aux factrices. Il y a des tournées qui chopent ça pour aller remplir les boîtes, mais qui aussi, de l'autre côté, font en sorte qu'il y a une désertification des bureaux de poste et que ça permet à la Poste de dire baisse de fréquentation parce que les gens vont chercher leurs colis ailleurs. Et du coup, voilà, il y a un ricochet et tout ça, ça doit nous permettre aussi d'éveiller les consciences pour dire que ce qui se passe au courrier, ce qui se passe au réseau, mais finalement, c'est la même chose. La stratégie, c'est la même qui part d'en haut. En bas, on a eu ce premier élan qui va nous permettre ici dans les Bouches-du-Rhône de pouvoir faire comprendre aux autres copains des autres centres que ce qu'on a pu gratter là, le peu qu'on a pu gratter, mais qui n'est pas rien, des précarisations, création de positions de travail, des petites primes qui sont garanties, c'est-à-dire qu'il n'y a pas derrière du présentéisme, etc. Eh bien, on peut aller chercher parce qu'il y a cette perspective du 18 et on peut rêver à des lendemains qui chantent un petit peu plus au niveau du service public postal. Voilà, merci. Merci Yann. Merci pour cette intervention. Et donc, c'est au tour de Xavier pour le 92. Enfin, je pense que c'est Xavier qui intervient pour le 92. Salut. Oui, effectivement, j'interviens. C'est moi qui interviens. Les camarades, salut à tout le monde. Si on veut réfléchir à comment on peut saisir cette occasion qui est effectivement, comme tu le disais Yann, un peu historique, il faut peut-être commencer par, Yann et un certain nombre de camarades le disaient, essayer de comprendre la nature du mouvement, la mobilisation à laquelle on est en train de participer. C'est important quand même de voir que si la grève, la date du 18 mai a pu émerger, c'est grâce à l'initiative, c'est grâce bien sûr à un climat de colère très très large, ça bien sûr tout le monde le voit, mais c'est l'initiative à l'échelon local et de manière coordonnée d'un certain nombre d'équipes combatives. Bien sûr, il y a eu ce qui s'est passé le 16 mars dans les Hauts-de-Seine, ce qui s'est passé le 27 mars dans le 33, d'autres intersyndicales qui avaient été y compris montées avant celle du 33 et du 92, je pense à l'intersyndicale de Basse-Normandie du réseau. Bon. Mais c'est le fait de choisir consciemment et de se dire on n'attend pas qu'il y ait une date fixée par qui que ce soit et on prend l'initiative et on dit on appelle au 18 mai et de reprendre cette date-là de la part de plusieurs équipes locales. C'est ça qui a donné
une généralisation progressive, enfin, une extension progressive de ces appels-là qui a permis qu'on commence à parler de date de grève nationale. C'est important de le dire, pas simplement pour dire ah bravo à celles et ceux qui ont pris l'initiative. Ça, on s'en fiche. Le problème, c'est de comprendre que cette dynamique-là est différente d'une date, par exemple, fixée d'emblée à l'échelon national par une ou plusieurs fédérations avec un travail 1 ou 2 mois dans l'ensemble des bureaux du pays, avec plusieurs prises de parole dans chaque bureau par plusieurs syndicats à la fois. Ce n'est pas exactement ça. Il y a très grosso modo 2 niveaux de mobilisation. Enfin, je suis très schématique, bien sûr. Il y a des départements où il y a un boulot qui est fait depuis plusieurs semaines, y compris avec des prises de parole et des visites de bureaux intersyndicales, et d'autres où les appels commencent à peine maintenant. Bon. Donc, fatalement, dire grève nationale à la Poste, même avec, je veux dire, le plus d'énergie possible mise là entre maintenant et le 18, il faut comprendre que c'est pas exactement la même chose que si ça avait été d'emblée préparé, ratissé sur tout le territoire. Voilà, ça c'est une première chose importante. La deuxième chose importante, c'est de comprendre que si on veut que le 18 ait des suites, bon, cette coordination, cette capacité à donner des perspectives communes et à dire on va continuer à frapper au même moment de la même manière, elle va être absolument déterminante. Absolument. Parce que s'il y a un département qui part en reconductible tout seul, d'autres qui disent non, on va fixer telle date en juillet, d'autres ah non, il faut attendre septembre, la vapeur risque de se dissiper. Donc, à partir de ce constat-là, c'est quoi qui est important si on veut y arriver? Si on veut réussir à donner des suites et à le faire de la manière la plus coordonnée possible, y compris, si possible, à l'échelon national, effectivement. Bon. Eh ben, il faut déjà expliquer à nos camarades, nos collègues, ce qui est nécessaire pour gagner. Ce qui est nécessaire pour gagner, il n'y a rien moins qu'une grève reconductible, coordonnée dans plusieurs régions à la fois. Dire une grève reconductible nationale majoritaire, je veux dire, c'est pas ça qu'on va réussir à faire d'emblée. Mais par contre, ce qui est possible dans un futur prévisible et peut-être proche, et on espère proche, c'est qu'il y ait plusieurs départements, plusieurs régions, plusieurs centaines, plusieurs milliers de postières et de postiers qui fassent grève reconductible. Et qui dit grève reconductible dit caisse de grève aussi. Mais qu'ils le fassent en même temps. C'est ça qu'il faut expliquer. Et pour pouvoir le faire, pour pouvoir convaincre des êtres humains en chair et en os, pas simplement des militantes et des militants, mais de manière très large, de cette nécessité-là et réussir à le mettre en œuvre dès que possible, eh ben, ça veut dire faire des assemblées générales. Le camarade de la FAPT en parlait, des assemblées générales sur chaque lieu de travail, mais aussi le 18 et le 19, des assemblées générales de grévistes de plusieurs centres, de plusieurs métiers. Nous sommes tellement dispersés que des assemblées générales de grévistes, chacun sur son lieu de travail, sont absolument indispensables, évidemment, au plus proche de là où le boulot se fait et de là où la grève se fait, mais aussi de fédérer, y compris à l'échelon de ville, à l'échelon du département, pour donner la confiance qui est la masse critique suffisante de grévistes qui disent oui, on a la force, oui, on sait qu'on ne va pas être les seuls à reconduire, on a les contacts avec le 35, le 33, le ceci, le cela, et de dire on va reconduire au même moment, ça veut dire des assemblées générales. Dernière chose que je voudrais dire, c'est du domaine de l'anecdote, mais pas seulement. La deuxième grève reconductible que j'ai vécue de l'extérieur à la Poste, en 2010, étant du réseau, à ce moment-là, c'était 3 bureaux d'Istrie, Asnières, Châtillon, Clamart qui étaient en grève reconductible, il n'y avait pas de préavis sur le réseau. Bon. Et donc, en dehors de mes heures de travail, j'assistais les grévistes, je leur filais un coup de main. Et il y avait parmi les camarades qui étaient là sur la brèche tous les jours, c'était une grève très très active, en particulier à Asnières. Et il y avait un camarade, tout le monde l'appelait Spag, c'était son surnom. Et au bout d'un moment, j'ai demandé, mais alors toi, c'est quoi la tournée que tu fais? Et en fait, Spag, ce collègue-là, il était chômeur. Il s'était fait virer, enfin, son contrat ne s'était pas fait renouveler. Et il était dans la grève. Et quelque part, on a parmi nous, y compris aujourd'hui, Yann, animateur de la fédération Sud PTT, qui n'est plus postier formellement, mais en réalité, il l'est. Un des militants les plus connus aussi, Gaël Tirante, notre secrétaire,
il est chômeur et pourtant il intervient dans les centres. Donc, quelque part, j'ai envie de vous dire, cette situation-là, aujourd'hui, d'ores et déjà dans ce qu'on fait, la possibilité de se battre ensemble, salariés de la plus grosse entreprise du pays, précaires, chômeurs, chômeuses, ben, quelque part, on la vit déjà. Et il faut se dire, il faut voir les choses en face, il faut être lucide sur les limites, sur les difficultés. Et ça ne va pas être facile de gagner, mais c'est possible, il n'y a pas de limite. Et une bagarre, y compris qui dépasse les frontières, les 4 murs de la boîte, elle est possible, elle est nécessaire si on veut faire plier, pas simplement la Poste, mais c'est l'État qui a derrière, y compris il y aura besoin que ça dépasse les 4 murs de la boîte. Merci à vous. Merci Xavier. Et donc, on passe la parole à Magali du Calvados pour l'intersyndicale qui s'est montée au réseau. Oui, alors bonjour à tous. Alors déjà, dans un premier temps, merci à Aline pour son intervention très touchante. Et bien sûr, je lui envoie mes plus gros encouragements pour son combat. Donc, je ne démarrerai pas de vidéo, excusez-moi. Donc, nous, on a monté une intersyndicale depuis le début février qui comprend Sud, FO simplement 14, puisque les deux autres FO, le 50 et le 61, n'ont pas voulu intégrer l'intersyndicale, la CFDT, la CGT et la CFTC. Donc là, je vous les ai donnés dans l'ordre de représentation, puisque chez nous, c'est Sud qui est le plus représentatif. Nous avions, avant l'intersyndicale, déjà rencontré des élus. Et donc, on a continué avec l'intersyndicale de rencontrer des élus, les maires, les députés, les sénateurs. On essayait d'y aller après la visite de la Poste pour contrer les mensonges éhontés qu'ils se permettaient de donner aux élus. Donc, évidemment, ça, on le combat fermement. Nous avions commencé par une grève qui avait été très suivie, une grosse participation, puisque 60% des bureaux étaient fermés et 63% des agents présents étaient en grève. Alors, évidemment, il a fallu faire un calcul, revoir complètement les chiffres que nous donnait la Poste, puisque pour vous donner un exemple, c'en est presque drôle, ils avaient intégré dans leurs chiffres la direction avec comme bureau, comme s'il y avait 50 guichets, 27 cobas à la direction, et ça donnait un chiffre de 0 sur 128 de grévistes. Donc, bien sûr, il a fallu analyser de manière pointue leurs chiffres pour arriver à ces 63% d'agents présents. Parce qu'évidemment, ils avaient aussi intégré les facteurs guichetiers qui, comme vous le savez, ne font pas partie du réseau. Donc, ils sont vraiment prêts à tout pour faire parler leurs chiffres comme ils le veulent. Donc, ça avait plutôt bien marché. Derrière, donc, on leur avait dit qu'on rencontrerait autant que possible les élus. Ce qu'on a fait, les élus ont été très, très, très à l'écoute. Et dernièrement, puisque se profile le 18 mai, à chaque fois que nous avons été voir des élus, nous les avons encouragés à venir manifester avec nous devant la direction avec leurs attributs d'élus. Donc, il y en a beaucoup qui nous ont promis d'être présents. Alors après, qu'est-ce que vaut leur promesse? On verra ça assez rapidement maintenant. Nous avons été reçus, l'intersyndicale a été reçue par la direction sur les points qui ont fait la création de cette intersyndicale. Donc, chez nous, on met l'accent sur le comblement des postes vacants, sur le remplacement des absences et bien sûr, c'est imbriqué la non-fermeture des bureaux à l'aveugle et de manière aléatoire. Donc, c'est là-dessus que nous avons été reçus. Donc, évidemment, ce qui nous a été expliqué ne nous convient pas du tout. C'est même une aberration. Moi, je suis restée un peu sur le cul parce que, donc, je ne perds personne là? Non, c'est bon, tout le monde… Non, vas-y Magali, continue. D'accord, ok.
Donc, pour vous expliquer un petit peu le non-remplacement des absences, vous allez voir, c'est fabuleux comment ils nous ont expliqué ça. Donc, ils ne peuvent pas combler parce qu'au global, sur la direction régionale du réseau, nous sommes à 107% d'effectifs ciblés. En gros, ça veut dire que si un secteur est, par exemple, à 120%, eh ben là, lui, il est plutôt très bien, il fonctionne bien, puisqu'on sait que leur calcul est toujours au plus bas. Donc, c'est bien d'avoir 20% de marge et du coup, les bureaux ne ferment pas et tout va bien pour eux. Mais par contre, si on est à 120% quelque part, ça veut forcément dire que du coup, on est peut-être à 85, voire même moins sur d'autres secteurs. Et eux, ils sont vraiment dans la mise, mais on ne va pas combler quand même les postes vacants, puisque au global, on est à 107%. Donc, moi, je me demande quelle entreprise fonctionne comme ça au niveau de sa masse salariale. Je suis restée, mais sur les fesses, parce que, évidemment, du coup, c'est de là-haut que ça part. Et là-haut, on ne leur donne pas les moyens de pouvoir combler ces postes vacants. Donc, on se trouve avec du personnel qui est très, très en souffrance, qu'on ballotte de point en point quasiment quotidiennement. On n'est plus du tout au cadre d'organisation, donc ça pose des soucis d'assurance. Parce que s'il arrivait un problème à un postier qui irait d'un point à un autre alors que ce n'est pas dans le cadre d'organisation, qu'en serait-il de ces indemnisations et de ces droits, puisqu'il serait demandé par la CPAM le cadre d'organisation pour voir si tout est bien dans les cordes. Et là, ça pose de réels problèmes. Donc là, nous avons fait un appel à la grève. Donc pour le moment, l'intersyndicale tient. C'est plutôt une bonne nouvelle, même si on a eu bien sûr des vagues. Alors, il faut prendre sur soi, hein, parce que nous, au niveau du Calvados, c'est nous qui portons le plus lourd. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont juste là en représentation. Hein, on ne va pas citer de nom de syndicat, mais c'est nous qui faisons les tracts, c'est nous qui envoyons, c'est nous qui allons voir les agents. Donc, c'est nous qui allons voir les élus. Bon. Donc, il ne faut pas se leurrer, c'est lourd quand même. Donc, bravo à tous ceux qui suivent bien le mouvement et qui sont en force d'idées, parce que c'est pareil, il faut avoir des idées, il faut être novateur. Donc, sur l'appel à la grève là, du 18, nous avons envoyé un premier tract d'appel à la grève vendredi dernier. Et cet après-midi, nous avons fait un nouveau tract pour renvoyer sous forme de rappel à cette grève, parce qu'il faut rester sous pression, parce qu'on sait ce qui se passe quand on envoie un tract, après c'est mis de côté et puis l'agent n'y pense plus parce qu'il a la tête dans le guidon. Donc nous avons renvoyé tout ça aujourd'hui. Donc voilà, que vous dire de plus? Et sans ça, évidemment, il faut rester mobilisé et puis ne pas baisser les bras. Voilà. Merci beaucoup Magali. Mais je vous en prie. Et donc on va passer la parole aux camarades de la Gironde pour Sud et la CGT. Oui, pardon, je ne me trouvais pas. Ouais, donc bonjour. Ouais, je vais prendre la parole et puis après il y a Johnny de la CGT qui va parler lui aussi. Donc je vais essayer de ne pas aborder tous les points tout seul. Juste, moi, je vais essayer de me concentrer sur la question du colis et de la précarité. Donc, nous, en Gironde, on a fait une grève le 27 mars, une grève départementale. À la base, elle était initiée en fait par l'ouverture d'une plateforme colis à Cadeaujac, en fait, une plateforme avec 100% de sous-traitance.
100% de sous-traitance, c'est quoi en fait? C'est sur un centre, une énorme plateforme en fait qui vient juste d'être construite. Ils ont récupéré les colis d'énormément de centres courriers, donc ils les ont récupérés à des postiers pour donner tout ça en fait à peu près 140 tournées en période forte qui sont données à la sous-traitance parce que on voit bien que le modèle de Philippe Ball, c'est la précarité à tout prix et puis donc de baisser les droits sociaux de tous les salariés de la Poste. D'ailleurs, il l'a dit, je crois que c'est Yann qui en parlait tout à l'heure, il l'a dit aux organisations syndicales, mais il l'a dit aussi aux grandes chaînes de télé. Il était un petit peu en mode, bon, ben, vous comprenez, si on donne aux salariés de Chronopost les mêmes statuts sociaux qu'aux facteurs, l'entreprise ne pourra jamais fonctionner parce qu'en fait, bon, comme si on avait un statut privilégié, alors qu'en fait, on est juste en CDI et on est juste fonctionnaire pour quelques personnes encore. Et voilà, en fait, on a des salaires à peine au-dessus du SMIC. Donc, c'est ça, en fait, qu'ils ne veulent pas faire. C'est payer les gens juste au SMIC, en fait, et avoir des droits sociaux. Donc, pour ça, en fait, ils sous-traitent toutes les activités. Et on voit que ce qui se passe au colis finit toujours par arriver au courrier et puis dans les autres branches. Le colis, c'est le laboratoire de la Poste. Donc, quand on voit qu'ils sous-traitent toutes les activités, on voit que derrière, c'est pour le généraliser. D'autre part, sur le colis aussi, la Poste se vante de faire de l'écologie, etc. Bon, en fait, c'est du greenwashing à balle, quoi. Nous, ce qu'on constate, par exemple, encore une fois pour la Gironde, c'est que l'ouverture de Cadeaujac, ce que ça entraîne, c'est la fin du fret ferroviaire pour les colis. Alors, la Poste avait déjà fait une croix dessus il y a longtemps, mais la plateforme colis de Bègles, qui est encore active aujourd'hui, elle est encore connectée au rail, en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait toujours, aujourd'hui, penser à notre avenir et se dire que peut-être on va tous crever à cause des bouleversements climatiques et que peut-être on doit essayer de penser le monde différemment. Mais non, en fait, la Poste, elle se jette complètement dedans. Le colis est en expansion à fond, c'est une explosion en fait de trafic. Et à côté de ça, elle décide de tout continuer en camion et de faire une croix définitive sur le fret ferroviaire des colis. Donc c'est complètement irresponsable de la part de la Poste. C'est même un comportement écologiquement criminel en fait de la part de la première entreprise logistique en France d'aller vers ça. En parlant de comportement criminel, il faut rappeler aussi que la sous-traitance, c'est quoi? Donc, c'est nier à tous les collègues postiers-postières leurs droits sociaux. Et ça se traduit comment? Il y a un collègue sous-traitant qui est mort noyé dans la Seine. Et en fait, la Poste, à la suite de ça, elle a été condamnée. Elle a été condamnée en première instance au tribunal correctionnel de Paris et elle a été condamnée en cour d'appel à Versailles en octobre 2020. Parce qu'elle a fait du prêt de main-d'œuvre illicite et du marchandage. C'est-à-dire que la Poste a les mains sales. La Poste a totalement les mains sales. Et quand il vient sur les plateaux télé aujourd'hui, le PDG de la Poste, avec le gros smile et qu'on lui pose des questions complètement idiotes, on devrait le questionner sur ce comportement-là, sur les condamnations de la Poste et sur les manœuvres internes pour dissimuler en fait tous ces comportements qui sont parfaitement illicites. On rappelle aussi quand même, soit dit en passant, que le contrat de base, donc je reprends juste le site du gouvernement, le contrat de travail à durée indéterminée, donc le CDI, c'est la forme normale et générale de la relation du travail. La Poste contourne complètement ce droit-là et elle s'assoit sur ça. Et c'est ça qu'elle est en train de mettre en place et de généraliser partout. Par ailleurs, au courrier, donc, de plus en plus de collègues intérimaires. Moi, je prends l'exemple de mon établissement. Il y a 75 intérimaires sur mon établissement. C'est absolument énorme. Il n'y en a jamais eu autant. Sur ces 75 intérimaires, on leur dit « vous ne serez pas embauchés ». En 2021, il y a 0 embauche. Mais c'est le cas d'un établissement en France. Il y en a des centaines, avec les plus de 1000 réorganisations qui arrivent. Donc, en fait, la Poste, elle continue de précariser de façon complètement illégale et immorale tous nos collègues. Et c'est sur cette base-là qu'on doit absolument réagir. Sur la question de la précarité, la question des salaires, je ne reviendrai pas sur la question des salaires parce qu'elle a été beaucoup développée tout à l'heure. Mais la question de la précarité, elle est aussi fondamentale. Parce qu'il faut bien se dire une chose, tous les postiers, postières doivent se regarder dans un miroir et doivent se dire, on est de moins en moins nombreux et de plus en plus précaires. Et quand on sera à 30% de titulaires, comme c'est le cas actuellement à la plateforme colis de Bègles, on ne pourra plus rien faire parce qu'on sera pieds et poings liés par des collègues qui sont en situation telle que la moindre grève peut leur coûter leur place. Parce que c'est comme ça que ça se passe à la Poste. À la Poste, quand on a un statut précaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes enceintes, par exemple, les femmes qui veulent avoir un enfant et qui sont enceintes, perdent leur emploi derrière. Les personnes qui deviennent handicapées à cause du travail ou non, perdent leur emploi derrière. Les personnes qui ne sont pas d'accord avec les abus qu'elles subissent, perdent leur emploi derrière. C'est tout ça, en fait, que ça veut dire. Donc ça nous concerne toutes et tous, y compris les personnes qui pensent qu'elles sont protégées parce qu'elles ont un contrat en CDI ou qu'elles sont fonctionnaires. En fait, vous allez aussi passer à la moulinette si on ne fait rien. Donc on doit se battre pour que les collègues précaires soient embauchés. Et c'est la base de cette grève nationale, cette grève de tous les départements qui se mobilisent pour essayer de faire embaucher des collègues et de faire revaloriser nos salaires parce que c'est une question de justice sociale, mais c'est aussi une question de survie. Une dernière chose aussi, c'est que la Poste, en fait, elle s'achète une image. On le voit très bien récemment, elle a fait 2 vidéos avec Brut,
donc il y a un média sur Internet, on a écrit à Brut, ils ne nous ont pas encore répondu. Il y a des vidéos sponsorisées, payées par la Poste à Brut, donc la Poste n'a pas d'argent, mais elle est quand même capable de payer pour son image, et elle paye très cher, juste pour vendre le fait qu'à la Poste, ça se passe bien. Qu'est-ce qu'il y a dans ces vidéos? Il y a juste quelqu'un qui nous explique qu'il avait une pathologie, et que grâce au fonctionnement interne de la Poste, il a pu être classé en responsable commercial. Mais c'est quoi le message subliminal qui est passé derrière? C'est de dire la Poste doit se renouveler, la Poste doit aller de l'avant, elle doit faire du commercial, Facteur c'était avant, maintenant c'est le commercial. C'est ça qui est fait passer comme image. Quand elle paye je ne sais pas combien à Brut pour faire passer un clip comme ça partout, sur Facebook, c'est pas pour vendre des timbres, c'est pas pour vendre des colis, c'est pas pour vendre des téléphones ou je sais pas quoi, c'est pour vendre une image. Et elle paye cher pour ça. Et cette image, elle est complètement bidonnée. Dans une autre vidéo qu'elle a fait avec Brut, on voit un collègue sous-traitant qui explique combien de colis il a distribué par jour. Il explique qu'il a 195 colis à distribuer par jour. S'il y a des collègues, là, je pense qu'il y a des collègues du colis qui nous écoutent, 195 colis à distribuer par jour, c'est énorme. Et quand la journaliste lui dit « Et c'est quoi 195 colis, c'est beaucoup ?»« Ah non, non, 195 colis, c'est bien, c'est normal. » Mais c'est pas normal du tout, en fait, 195 colis. En fait, tu es en train de bourriner sur la route tous les jours pour essayer de gratter et d'avoir quelques euros. Parce que ces collègues-là sont payés à la tâche et elle finit par lui demander combien vous êtes payé. Et il explique qu'il est payé entre 60 et 70 euros par jour. Mais c'est un sous-traitant, hein, c'est-à-dire que dedans, on ne comprend pas l'assurance chômage, on ne comprend pas la retraite, on ne comprend pas les accidents de travail, les arrêts de travail, etc. Tout ça, c'est marron, c'est juste pour sa gueule. Donc, par rapport à ça, on doit absolument réagir. Et une dernière chose avant de passer la parole à Johnny de la CGT. Nous, on travaille en intersyndical avec la CGT. On est très fiers de ça et on veut que ça continue. Et on est très heureux que ça se passe comme ça depuis des mois, voire des années maintenant. On a appris à se connaître, à se rencontrer, etc. Les agents sont très, très contents de voir que ça fonctionne en intersyndical. La boîte est très, très, très énervée que ça se passe en intersyndical. Elle nous met une pression de ouf pour nous diviser, pour voilà, nous faire chanter, etc. Donc, c'est absolument, à notre avis, sur cette voie-là qu'il faut se diriger. Et donc, on remercie, on encourage toutes les intersyndicales qui se déclenchent à travers tout le pays, dans plein de départements. Quand on voit tout le travail qui est fait par Sud, mais y compris par la CGT du 14, par exemple, on pense que c'est hyper important, en fait, le travail qui est fait. Mais c'est le cas dans plein d'autres départements, ce qui s'est passé dans le 13, etc. On pense qu'on ne peut pas s'en sortir en étant isolé. Et bien évidemment, le dernier message, c'est qu'on pourra faire tous les communiqués qu'on veut, avec tous les logos qu'on veut, etc. Juste une chose, c'est que si les collègues ne sont pas au rendez-vous, on n'y arrivera pas. Donc, pour tous les collègues qui nous écoutent, et c'est ce qu'on dit tous les jours dans les bureaux, si les collègues ne sont pas sur le piquet de grève présents à mettre la pression à la Poste, on n'arrivera jamais à la faire céder parce qu'en réalité, la seule chose que comprend la Poste, c'est le rapport de force. Voilà, merci pour votre écoute et bon courage à tout le monde et vive la grève le 18 mai, tous et Merci beaucoup. Et bien du coup, on passe la parole à ton camarade du 33 de la CGT. Bon, bonjour à toutes et tous. Bon, là, on va croire qu'on a travaillé, Willy, mais il a très bien fait la transition pour. Je voulais justement évoquer la question de l'intersyndicale qui est, comme l'a dit Willy, indispensable pour vraiment pour mobiliser et pour amener les collègues à prendre conscience que le 18 est une date incontournable, une première date incontournable. J'y reviendrai dans un deuxième temps. Nous, en Gironde, on n'est pas meilleur qu'ailleurs. J'ai même envie de dire qu'à l'origine, l'intersyndicale, elle est loin d'être plus simple qu'ailleurs. Et maintenant, on a une intersyndicale qui fonctionne. On travaille très bien ensemble. On prend même du plaisir à militer ensemble, je crois pouvoir le dire, quoi. Et en effet, on pense que c'est partout possible, en fait, parce qu'on a réussi à surmonter des choses qui semblaient insurmontables. Et je sais que c'est compliqué dans beaucoup de départements parce que ça paraît insurmontable. Mais ceci dit, c'est indispensable parce que ce qui convainc les collègues dans le cadre d'une intersyndicale, c'est l'authenticité. On n'est pas dans une intersyndicale de circonstances et c'est ce qui fait la différence. Et c'est ce qui fait que les collègues voient au-delà des couleurs et se retrouvent concernés par le propos de représentants syndicaux postiers plus que par des représentants de la CGT ou des représentants de Sud. Et ça, c'est frappant. Comme l'a dit Willy, maintenant, ça fait des semaines, voire des mois, entre nous, pour rigoler, on s'appelle un peu Thelma et Louise, qu'on sillonne la Gironde pour mobiliser, dans un premier temps, dans le cadre de l'action qui nous intéresse, pour le 27 mars, et puis depuis pour le 18, hein, puisque ça fait bien avant que nos fédérations ont appelé au 18, qu'on y travaille aussi dans le 33. Et ce qui est intéressant, et je ne cache pas à titre perso que c'est aussi un petit plaisir, ça fait flipper clairement la boîte. Là où il y avait de l'antagonisme, là où il y avait presque de l'opposition,
de nous voir arriver dans la même caisse à 3 ou 4 CGT Sud dans la même caisse et arriver dans un bureau pour appeler à la grève nationale. On le voit, c'est la Poste, elle a fait flipper. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est hyper important pour les collègues. C'est le premier retour presque qu'on a à la limite. La première chose, c'est enfin. Et donc, c'est vraiment un message aussi qui. Je sais qu'on est sur Facebook, mais c'est aussi un message que je tiens à envoyer aux militants. Et puis, puis la Poste, que ça inquiète grandement. L'intersyndicale, elle fonctionne tellement bien que c'est ensemble qu'on réfléchit après le 18, puisque le 18, il n'est pas question de faire un baroud d'honneur. Hein. Tout ce qui a été dit par Alain, par Yann, par tous les camarades depuis le début, est tellement vrai que le 18 est indispensable, mais comme première date d'une lutte qui va sûrement être dure, acharnée, pugnace, mais le 18, c'est un début, j'ai envie de dire, et on est déjà en train de se projeter, à réfléchir ensemble, aussi bien dans le cadre de nos syndicats comme dans l'intersyndical, je le répète, au après. Et le après, il faut qu'on y réfléchisse tous ensemble. Il n'est évidemment pas question qu'on reparte sur des trucs désynchronisés, un truc dans le 33, un truc dans le 14, un truc dans le 92. Il faut qu'on réfléchisse ensemble au après, avec les collègues, pour qu'on construise vraiment une lutte qui nous fasse gagner, parce qu'on croit, si on y va le 18, je le répète, c'est pas pour un baroud d'honneur, c'est pour gagner. Et pour ça, il va vraiment falloir qu'on construise quelque chose d'efficace, une lutte efficace, une guérilla efficace, quoi. Et donc là, nous, moi, je vais quand même dire un peu où on est, même si c'est embryonnaire, où est-ce qu'on a avancé un petit peu, c'est sur la probabilité de proposer aux collègues le 18 de se retrouver la semaine prochaine. Et non pas, je mets tout de suite, pour ceux que ça pourrait inquiéter, il n'est pas question de grève perlée pour avoir parlé avec un autre camarade pour se retrouver la semaine prochaine et partir sur quelque chose de beaucoup plus long et beaucoup plus pérenne, pourquoi pas. Et voilà à peu près ce à quoi on pense. Et si je tiens à en parler maintenant de manière même un peu confuse, c'est parce que je crois qu'il faut vraiment que là-dessus, on ait une réflexion collective avancée pour le 18 en bas des decks partout en France, hein, parce que là, on a tous partagé les cartes. C'est un truc de ouf. On va être en bas des decks partout en France et on va jusque de l'autre côté de l'océan. Et il faut qu'à mon avis, en bas des decks partout en France, on soit dans la même proposition. C'est hyper important. C'est même primordial pour aller jusqu'à gagner contre cette boîte. Et voilà, donc je laisse ça à la réflexion collective. Et je sais qu'à travers d'autres supports, on va pouvoir échanger encore ensemble. Et j'en profite pour dire que ça a aussi été l'occasion, à titre perso, hein, en tant que militant, à faire c'était l'occasion de faire des rencontres qui, j'espère, elles aussi, comme nous en Gironde, ne seront pas que de circonstances, quoi. Parce que ça va durer un peu, ça va être chaud, et on va avoir besoin comme ça de s'embrouiller, de s'aimer et d'aller taper, quoi. Merci à vous. Merci à toi. Merci pour vos interventions, les camarades de Sud et de la CGT du 33. Et donc, logiquement, nous devons avoir une intervention d'un camarade de Dreuil, donc en Ariège, puisqu'ils sont en grève sur son établissement depuis 48 jours, si j'ai les chiffres, les derniers chiffres, en tout cas les bons. Alors, je ne sais pas si le camarade est là, au téléphone a priori. Oui, je suis là. Eh bien, on t'écoute, vas-y. Alors, bonjour, je ne peux pas démarrer la vidéo, j'ai un petit problème, donc c'est pas grave. Bon, je vous remercie quand même pour m'accueillir, parler de ce conflit qui dure depuis effectivement 40 jours sur la plateforme courrier de Dreuil. Et nous sommes partis à une grève intersyndicale sur CGT à la suite d'une réorganisation qui a massacré, qui est mise en place depuis le 27 avril, malgré notre mouvement de grève qui a démarré le 25 mars. Pour lutter contre cette réorganisation qui massacrait l'emploi et qui a fait récupérer 10 postes de travail, donc 5 tournées de facteurs. Et le problème, c'est qu'en face, nous avons une direction qui est sourde et qui est muette et qui fait des flashs de faux pour les non-grévistes totalement mensongers.
Donc, nous sommes le dehors depuis 48 jours. Bon, c'est compliqué, on ne le cache pas. Je vais profiter de cette tribune pour remercier toutes les fédérations départementales, le Sud-Rail, Sud Éducation, qui participent énormément à ce soutien de grève, qui nous remontent le moral. Et je profite de ça pour tous les remercier. J'en oublie sûrement, mais bon, je vous remercie tous. Donc, nous sommes en grève pour lutter contre cette perte de service public qu'on produit et qu'on fournit à nos usagers, avec un partage de 38 euros, les interchémaux à 42 heures, donc avec une subvention de 5 journées. Et effectivement, donner à Bruges plus de kilomètres, plus d'usagers, et avec une partie pour le faire, bien sûr, qui ne correspond à rien du tout à leur géographique. Donc voilà, on est pour lutter contre ça, parce que voilà, les conditions de travail se dégradent de plus en plus. Comme l'ont dit les camarades, ça tend vers l'ubérisation de la distribution du courrier. Effectivement, quand j'entends parler du nombre de CDI dans les bureaux, il faut savoir que chez nous, entre les CDD, les CD2I qui sont là, les intérimaires qui sont là, on va dire qu'on est presque à 40% d'effectifs actuellement. Et en sachant que tous les départs à la retraite, tous les TPAS ne sont pas forcément remplacés. Donc voilà, ça tend bien vers le changement de politique salariale de la boîte qui a des problèmes pour les gens dehors, mettre au chômage. Nous connaissons bien sûr les difficultés pour toucher le chômage de la poste, c'est compliqué. Donc il y a aussi, ça monte aussi pour le 18 mai. J'espère que les copains de la France entière vont être motivés. Nous, on a fait une intersyndicale CGT-FO, pardon, pas FO, non, FO, CGT, pardon, et au niveau de la régie, ils n'assurent pas du tout. CGT Sud. Donc, pour cet appel à la grève du 18 mai, on espère que les copains riégeois vont venir soutenir sur notre piquet de grève. On est prêt à les accueillir. Donc, c'est bien qu'il y ait une grosse motivation, même par les copains qui sont à l'intérieur et qui continuent à travailler malgré nos 48e jour de grève. On les croise tous les matins, on y fait que ils sont sur le scénario 42 heures, ils galèrent beaucoup, ils n'arrivent pas à distribuer la liste par tournée. Et on a un mur en face, un mur qui est la direction, une nouvelle interlocutrice DRH de Tarbes qui vient et qui chipote pour une demi-position de productivité. Donc, on nous maintient dehors depuis 48 jours maintenant parce que ça compte sur un demi-poste de productivité. En sachant que la productivité sur le 42 heures a été faite et elle est à plus de 10 postes de travail. Et là, ils chipotent pour une demi-position de travail et ils nous maintiennent dehors. Donc, on savait qu'on avait en face, mais bon, on est solidaires, les copains sont là. On a un comité de citoyens aussi qui est très actif, qui nous ravitaille tous les midis, qui font des actions de leur côté pour nous soutenir. Donc, on les remercie aussi. Ils sont là aussi pour ça, c'est les usagers, ils font aussi le service public. Donc voilà, je vous remercie de pouvoir donner cette possibilité de vous faire part de ce conflit qui dure dans l'Ariège depuis 48 jours maintenant, en espérant sortir un jour et sortir la tête haute, parce qu'il est hors de question que maintenant on rentre, excusez-moi l'expression, la queue entre les jambes, et ça, il en est hors de question. Et bon courage pour le 18 mai, j'espère qu'il sera très suivi et très actif. Voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup Didier, merci pour l'intervention et je pense que tu pourras transmettre au nom de toutes les participantes et participants de cette soirée notre soutien et nos encouragements à poursuivre effectivement jusqu'à la victoire. Alors on avait quelques petits problèmes de réseau, je pense, de ton côté, donc il y a certains passages qui n'ont pas forcément été très clairs, mais je pense qu'on a toutes et tous compris le fond de ton message et j'espère qu'il sera bien placé auprès de tout le monde.
Merci Didier. Ce qu'on vous propose, c'est, alors s'il le souhaite, de repasser la parole à Alain Barre de la CGT pour conclure un petit peu, on va dire, ces différentes présentations avant qu'on puisse débattre et échanger un petit peu entre nous, si vous le souhaitez. Alain, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, simplement, non. Après, je pense que ce qui est important, c'est que vraiment, on travaille tous les aspects revendicatifs à partir du lieu de travail, parce qu'il ne faut pas quand même oublier que l'opposition capital-travail, elle se crée là, elle s'en nourrit, et que c'est à partir de là où on gagnera. Et si, effectivement, on arrive à gagner de partout dans les consciences des postières et postiers, que le plan stratégique n'est pas une finalité en soi, et que nous pouvons le remettre en cause, on aura fait un grand pas vers, y compris, d'autres sociétés. Voilà, et merci encore. Merci beaucoup. Alors, si vous avez des questions, des interventions, alors vous pouvez utiliser le mode conversé, bien évidemment, qu'on a habituellement dans le chat. Et voilà, vu l'heure, on peut encore se permettre de prendre quelques interventions pour aller tranquillement jusqu'à 20h et on se quittera à cette heure-là. Et donc, je vois Jean-Paul qui s'est inscrit. Et donc, écoute, vas-y, Jean-Paul. Oui, merci. Donc, oui, moi, c'était pour rebondir un petit peu sur ce qu'avait évoqué Johnny de la Gironde et ce que disait aussi Xavier. Mais avant, on a déjà quand même, alors moi, je suis vraiment très content, puisque je m'occupe de la DSEM, qui est une direction, donc alors les camarades de l'enseigne connaissent bien, puisque c'est ces personnes-là qui vous dépannent, notamment au téléphone. Donc, on avait le centre d'appel de la DSEM qui était en grève aujourd'hui, l'appel de CGT, Force ouvrière et Sud PTT. Le chiffre de grève a dépassé toutes les espérances qu'on avait. Les copines sont hyper contentes. Ça fait plus de 70%, avec 2-3 choses très, très intéressantes. J'espère que ce sont des prémices de ce qui se prépare pour le 18 mai. Ce qu'on appelle les assistants plateaux, qui sont des cadres, étaient très, très majoritairement en grève, ce qui est quand même un signe des temps. Et comme toutes les collègues, alors je dis les collègues féminines parce que c'est très majoritairement féminin, ce service de 150 personnes à peu près, ce qui était très très intéressant, c'est que tout le monde est en télétravail et il y a une assemblée générale qui a duré une bonne partie de l'après-midi et il y avait à peu près une cinquantaine de personnes qui étaient en réunion Teams. Et donc il a été décidé du coup, alors on attend les réponses de la CGT de Force ouvrière, mais c'est imminent. Et c'est presque sûr à 99%, c'est qu'il y aura un dépôt de préavis des 3 syndicats dans les mêmes formes pour le 18 mai, puisqu'en fait, alors je ne rentre pas dans le détail, mais pour les camarades qui connaissent un peu le sujet à l'enseigne sur la question des dépannages par téléphone, un des enjeux, au-delà des questions d'emploi, de formation, il y avait beaucoup la logique du contre-appel, puisqu'en fait, le centre d'appel a régulièrement la tête sous l'eau. Et au lieu de dépanner en direct, il est obligé de prendre des rendez-vous, ce qui retarde tout le temps les temps de dépannage. Voilà. Donc, j'espère que c'est un prémisse plutôt favorable, optimiste pour le 18 mai. Et donc, pour continuer sur ce que disaient Johnny et Xavier, je pense qu'en fait, on a des solutions qui ne sont pas très compliquées. Après, ça dépend de nous. Quand je dis ça dépend de nous tous, la Fédération CGT, la Fédération Sud et les nombreuses intersyndicales, c'était souligné par Yann dans son intervention, qui dépasse très, très largement les 2 seuls syndicats que je viens de citer, puisqu'on a quand même des syndicats qu'on n'est pas habitué à voir dans les appels. Voilà, je ne les cite pas, mais tout le monde sait qu'on voit rarement la CFDT, on voit rarement la CFTC. Et aujourd'hui, on a une situation qui est tout à fait inédite. Et effectivement, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et continuer après le 18 ? Alors, est-ce que ça sera une grève reconductible ? Est-ce que ça sera une nouvelle grève avant l'été ? J'en sais rien. Tout ça, ça va se discuter. Mais nous, le message qu'on veut passer, c'est qu'en fait, on peut tout à fait faire un appel un peu solennel aux syndicalistes, à tous les syndicalistes de la Poste, à tous les syndicats départementaux de la Poste et aux autres fédérations qui ne sont pas présentes aujourd'hui. Je pense notamment à Force ouvrière, à la CFDT, à la CFTC, voire à la CGC, de se retrouver ensemble déjà le 18 mai pour exprimer que c'est la première journée dont on pense qu'elle va être réussie, mais que cette journée, évidemment, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour obtenir des choses dont on sait que ça va être dans un contexte où aujourd'hui on est en train de se faire laminer, c'était rappelé par les intervenants. Et donc ce qu'on peut faire, qui n'est pas très compliqué, après c'est une question de volonté,
de participer à ce type de processus, c'est effectivement de coordonner tant au niveau national qu'au niveau local des réunions qui permettent évidemment d'aboutir à de nouvelles actions qui ne sont pas, Johnny l'a dit, qui ne sont pas je débraye dans ma DCC le mardi, le réseau à l'autre bout de la France le vendredi, et qu'on refasse un espèce de tous ensemble, quelles que soient les formes qu'il faut discuter. Là, après, la vraie question, c'est comment on fait, parce que le 18, on sera tous dans nos départements. Je pense que ce qu'on est en train de faire ce soir, on peut le proposer à toutes les forces syndicales. Donc, je réinvite Alain Barre, au nom de ma fédération, à revenir dès qu'on peut, à partir du 18, dans une réunion qui peut épouser un peu les mêmes formes que ce soir. Et c'est vrai que si on avait plein de syndicats départementaux, d'autres obédiences syndicales, avec des représentants de la fédération CGT et nous-mêmes au niveau fédéral pour Sud PTT, je pense que ça sera un message d'optimisme qu'on pourra envoyer à tout le monde. Voilà, c'est tout. Merci. Merci Jean-Paul. Écoutez, a priori, je n'ai pas vu d'autres questions, enfin celles sur le chômage, donc je vois que Yann et Aline vont en discuter, même si nous, effectivement, au sein de la fédération, on va avoir aussi quelques discussions à ce sujet prochainement. Donc a priori voilà, il n'y a pas d'autres questions et donc je vous propose que nous nous quittions maintenant et merci en tout cas à toutes et tous de votre participation, merci à l'ensemble des intervenants et intervenantes, voilà, c'était très enrichissant, très motivant. J'espère que voilà, alors pour les collègues qui nous ont suivis, que ça vous a donné envie de vous mobiliser le 18. Et pour les militants et militantes qui étaient présents, voilà, que ça vous a donné un peu la pêche aussi pour continuer à mener cette campagne de mobilisation jusqu'au 18 pour faire de cette journée une journée historique qui en appellera d'autres. On peut en être sûr. Et bonne soirée à toutes et tous et donc on se retrouve le 18 dans la rue aux différents rassemblements quel coin de France. Bonne soirée. Au revoir, merci. Bonne soirée à vous. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Salut à toutes et tous. Au revoir. Wow.